Salutations gens de l'internet, alors avant de vous laisser écouter la vidéo, un petit mot pour vous dire que notre Kickstarter du Masterclass jeu de rôle est en ligne pour tout le mois de novembre et on est tellement content de comment ça a commencé, financé entièrement en 24 heures, merci tout le monde. Et là on a déjà 2 stretch goals, alors 2 vidéos bonus qu'on ajoute au Masterclass et il y en a plein d'autres à débloquer. Alors, allez jeter un œil là-dessus si vous voulez devenir un ou une meilleure maître de jeu. Et là-dessus, on continue avec la vidéo. Alors oui, un top sur les modules, donc les aventures préécrites pour D&D. C'est sûr qu'aujourd'hui, la 5e édition a un modèle d'affaires un peu spécial. Et je veux pas dire que j'aime pas ça, les aventures, mais on en a de toutes les couleurs. Donc parfois, les aventures sont des campagnes pures et simples, mais parfois on trouve aussi à l'intérieur un peu d'informations sur une ville, on trouve des nouvelles créatures, des nouvelles classes, des nouvelles races. Parfois même c'est une espèce de collage d'aventures d'éditions antérieures. Alors je vais essayer de faire du ménage là-dedans, je vais vous présenter les 10 volumes d'aventures qui sont pour moi les plus intéressants. On commence sans plus tarder avec la 10e place, il s'agit de Ghost of Saltmarsh. Alors Ghost of Saltmarsh, c'est un recueil dans lequel vous allez trouver un paquet d'aventures aquatiques. Mais dis-moi des aventures d'édition antérieure, pour la plupart, qui ont un lien de près ou de loin avec la côte. Donc il y a une ville qui nous est présentée ici, qui est comme le petit, comment dire, le havre, qui va être le cœur de toutes les aventures maritimes que vos joueurs vont vivre. Alors moi, ce qui m'inspire d'abord à la base, c'est l'idée que les joueurs ont un bateau dès la première aventure ou la deuxième, qui leur permettent de justement voyager. Et après ça, quand on parcourt la mer, on peut rencontrer des îles aléatoires, mais on peut aussi aller piocher dans d'autres aventures, dans d'autres modules. Donc s'ils voyagent, ils peuvent peut-être atteindre Candlekeep, ils peuvent aller dans le nord. Fait que vous pouvez vraiment aller piocher partout avec cette prémisse centrale-là de Ghost of Saltmarsh. Avec les stats des bateaux en plus. De tout ce qu'il faut pour te faire des bateaux! Fait que c'est pour ça, numéro 10. En 9e position, c'est un autre recueil, un autre pot-pourri d'aventures, c'est Candlekeep Mysteries. Alors là, ici, par exemple, c'est toutes des aventures inédites. Donc, il y a plein de collaborateurs qui sont mis ensemble pour proposer des aventures, des enquêtes, des mystères de niveau 1 à 14-15, si je ne me trompe pas. C'est vraiment chouette parce que là aussi, il y a un point central qui est Candlekeep, l'espèce de la grande tour du savoir, l'université prestigieuse, une bibliothèque incroyable. Et moi, ça me passionne parce que moi, j'aime les livres! J'aime ça, les livres! Donc, j'aime que chaque mystère commence avec un livre, un tome, qui tombe entre les mains des joueurs. Et là, peut-être que Candlekeep leur demande d'enquêter, ou peut-être que c'est vraiment juste des libraires ou des antiquaires qui tombent sur ces vieux volumes-là et qui se retrouvent dans différents mystères. Ce qui est bien, c'est que ce sont toutes des aventures modulaires, puis ça, Donjon Dragon avait besoin de ça, des aventures qui peuvent se jouer en une soirée. Donc pas quelque chose qui va prendre ta vie à jouer, mais vraiment tu peux faire ton enquête, ça dure 1 ou 2 sessions, peut-être plus si vous étirez la sauce. Certaines des enquêtes sont très bonnes, certaines des propositions sont assez originales. Il y en a d'autres qui sont un peu plus standards, un peu moins inventives, mais j'aime vraiment toujours le livre au cœur de chacun des mystères. Et il y a bien sûr tout Candlekeep, qui est un endroit fascinant à explorer. Fait que oui, Candlekeep Mysteries, si vous avez envie de petites aventures, des petits one-shots rapides à rouler, juste pour ça, je pense que c'est bien de l'avoir. En 8e position, on a Descent into Avernus. Alors, Avernus, qui est un module quand même qui a du guts, il nous amène sur la première strate des enfers. Alors là, c'est l'enfer, littéralement. Donc les joueurs sont là, ils doivent libérer la ville d'Elturel. Donc, négocier avec des diables. Il y a même des stats pour des véhicules infernaux, des genres de motos, un peu à la Mad Max. On va se promener partout à travers des paysages incompréhensibles. On va subir l'effet des enfers aussi, donc les joueurs vont être amenés à essayer de lutter contre la perversion de cet endroit-là qui va essayer littéralement de siphonner tout le bien qui se trouve en eux. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. L'univers d'Avernus est genre insane.
les monstres qu'on trouve là-bas, la faune, la flore, les lieux, les gens qu'on peut rencontrer, des bazars. Mais c'est sûr qu'il y a aussi la première partie du module qui se déroule à Baldur's Gate. C'est pas très intéressant la première partie du module, même que je vous recommande fortement de l'ignorer presque bout en bout. C'est juste que ça fait pas vraiment de sens, ça connecte pas réellement à ce qui s'en vient par la suite. On a l'impression que c'est juste un peu une façon de, permettez-moi l'expression, grinder des niveaux pour arriver au niveau suffisant pour aller visiter l'enfer. Ça, c'est dommage, donc je vous recommande fortement de commencer au niveau 5 ou 6 et de plonger vos joueurs dans l'action en enfer. Que malgré tout, juste pour la personnalité des enfers, je pense que ça vaut la peine d'aller jeter un œil à Avernus. La descente en enfer. 7e position, Dungeon of the Mad Mage. Alors, c'est un méga donjon, puis méga, le mot est faible. C'est, je sais plus combien d'étages. C'est des étages à n'en plus finir de donjons et de dungeon crawl, de monstres. Mais surtout, puis moi, c'est ça que j'aime d'un dungeon crawl. Là. Je sais que pour certaines personnes, c'est turn off. Mais moi, ce que j'aime, c'est la découverte, l'exploration et les choix. Est-ce que tu vas à gauche ou tu vas à droite? Perçois-tu quelque chose à gauche? Tu perçois juste une petite lumière scintillante. Puis à droite, il y a une odeur de gâteau. Puis t'es comme, oh my god, qu'est-ce que ça veut dire? Quel choix je vais faire avec ça? Je trouve que le donjon est vraiment bien fait. Il y a plein de twists aussi qui font que c'est pas juste la bataille. Il y a étonnamment beaucoup de rencontres sociales dans ce donjon-là. Donc on peut négocier, il y a des factions à l'intérieur. On peut justement faire des échanges. On peut dire, OK, mais je vais t'arranger ce problème-là en échange de ci ou de ça. Je sais pas si je ferai tous les étages. C'est sûr que c'est quand même bien modulaire. Là. Tu peux couper un étage au complet si ça te tente pas. Ou tu peux débarquer directement à tel étage si t'es déjà rendu niveau 7. Quelle audace quand même. Dungeon of the Mad Mage. Une aventure folle. Fait que, oui. Numéro 7, sachez-le par exemple. C'est gros en titi. 6e position, on a Rime of the Frost Maiden. Une aventure dans le Grand Nord de Faerûn. Alors, on se retrouve dans les Ten Towns, qui sont 10 petites villes abandonnées. Par-delà le cercle polaire, là, fait qu'imaginez un peu le Klondike. Et il y a des choses bizarres qui se passent. L'hiver est devenu éternel. Ou bien du moins ne semble plus s'en aller. Donc il n'y a plus de saison chaude. Tout ce qui est vraiment chouette à mon avis, c'est ce setting-là de survie dans le grand froid. Et l'aspect très isolation, tension, les différents conflits. Je pense que c'est un des modules qui a le plus de potentiel, mais qui va demander aussi un peu le plus de réécriture. Moi, je trouve que la grande faiblesse de Rime of the Frost Maiden, c'est que les différentes quêtes qui sont toutes très bonnes, puis toutes ces aventures-là, à part, sont toutes cool, mais sont juste pas reliées ensemble de façon satisfaisante. Donc, ça va demander un petit peu de travail pour relier tout ça ensemble. Mais moi, tu vois, là, j'ai commencé à le rouler. On est rendu à notre 10e partie, 12e. Puis, j'ai pas eu tant de mal que ça à rabouter tout ça dans un tout cohérent. Fait que non, il y a beaucoup de potentiel, puis des puzzles quand même assez funky, là, que ça passe ou ça casse. 5e position, on a The Wild Beyond the Witchlight. Fait que The Wild Beyond the Witchlight, c'est l'histoire d'un carnaval qui parcourt les plans. C'est vraiment une espèce de fête foraine. Fait qu'il y a plein d'activités, des manèges, des attractions, des animaux, puis des personnages hauts en couleur. Donc oui, c'est un de ces modules-là où il y a une panoplie de personnages non-joueurs. Mais ils sont tous, je dois le dire, quand même plutôt bien écrits. Et la grosse force de Witchlight, c'est le carnaval. C'est toute la première partie de l'aventure qui se déroule dans le carnaval. Et à mon avis, l'aventure aurait pu quasiment se dérouler à 100% là, parce qu'il y a tellement de choses à explorer dans ce carnaval-là. Les interactions entre les divers personnages, pourquoi ils sont là. Je dois dire que toute la partie par la suite où on va explorer certaines zones du Feywild et la lutte finale, j'ai l'impression qu'on tombe un petit peu plus en terrain connu de Donjon Dragon, où c'est bon, bah, regarde, là, c'était bien le fun, tout ça, là, puis le code de bullshit, il y a un monstre à tuer, c'est celui-là. Quand même, on doit le souligner, c'est une aventure qui dit être une aventure au potentiel de non-violence. Donc, tu peux traverser l'aventure au complet en trouvant des solutions pacifiques à chaque problème. Mais j'ai l'impression que moi, quand je joue à Donjon Dragon, je m'attends toujours à ce qu'il y ait un moment où il y ait un monstre et que je me sens pas mal de le tuer.
Quand je joue à Donjons Dragons, j'ai besoin de ça parce que j'ai passé des heures devant mon personnage à faire un personnage qui va pouvoir faire de quoi dans l'aventure. Puis souvent, ton coffre à outils dans D&D, c'est le meurtre et la souffrance. Fait que si tu te retrouves constamment devant des créatures qui sont comme genre voici ma faille et ne me tuez pas, ben t'as jamais l'espèce de moment cathartique où tu fais juste genre vraiment l'écraser en faisant comme ouais, c'est cool, on l'a tué. Je dois dire que j'aime beaucoup la proposition, je la trouve très très originale, vraiment flyée. Fait que juste pour ça, je pense que ça vaut le détour. Quatrième position, Lost Mines of Phandelver. Donc Lost Mines se retrouve dans le Starter Kit de Donjons Dragons 5e édition. C'est une des toutes premières aventures qui a été conçue pour présenter la 5e. Et c'est resté un classique. Je sais pas si c'est parce que c'est parmi les premiers modules que j'ai expérimenté un peu avec, mais il y a ce côté-là où on présente doucement la réalité de D&D, avec des monstres classiques, une histoire standard, des gobelins autres, marchands disparus. Mais moi, j'ai reconnecté là-dedans avec les choses qui m'ont fait connecter dans ma toute première partie de D&D quand j'étais jeune. Donc l'idée d'arriver dans une caverne avec ces gobelins et d'avoir à trouver une solution pour pouvoir les affronter tous en même temps. Toutes ces affaires-là, je trouve que ça présente bien les forces de D&D. C'est une aventure simple aussi qui est rapide. On s'entend, il y a quand même du stock, puis tu peux l'étirer puis la faire jouer quand même relativement longtemps. Mais moi, ce que j'aime, c'est que tu peux aussi juste prendre Phandelver puis la rouler pendant quelques sessions. Ça peut être quasiment juste un one-shot si tu fais juste la première partie de l'aventure. Fait que ça, c'est vraiment satisfaisant. Tu peux arriver à la fin de cette petite quête-là. Mais tu peux aussi la pousser sur quelques sessions, puis ça prend pas toute ta vie à rouler. Donc à moins que tu commences à utiliser du matériel, puis grossir l'aventure. Fait que Phandelver, 4e position. En 3e position, on a Dragonized, Waterdeep Dragonized. C'est une aventure urbaine qui se déroule dans la ville de Waterdeep. Alors on a énormément d'informations sur cette ville, la plus grande ville des royaumes oubliés. Et il y a une espèce de petit mystère, un peu d'un espèce de mystère en quête, capé d'épée. Tout le monde est à la recherche d'un trésor caché dans la ville. Alors ça devient une espèce de folie furieuse, de course vers les millions de pièces d'or. Et les joueurs sont mêlés là-dedans, ils tombent sur un indice un peu par hasard. Et c'est là que ça part en fou. Il n'y a pas vraiment de heist. C'est peut-être un peu le côté un peu trompeur là, de Dragon Heist. Ils disent qu'il va y avoir comme un cambriolage, mais pas vraiment! C'est vraiment pas ça le concept, c'est vraiment plus chasse au trésor. Voyons-le comme ça. Encore une fois, c'est une aventure qui est quand même contenue. Hein? On n'est pas genre de niveau 1 à 12. C'est de niveau 1 à 5 à peu près. Fait que ça, c'est intéressant parce que oui, tu peux passer plus de temps dans ces bas niveaux-là si tu veux quand même rouler 20-30 sessions puis que tu joues Milestone. Mais tu peux aussi, si tu veux, juste faire une petite dizaine de sessions puis aller au bout de ça quand même assez rapidement. Fait que nous, on l'a joué au complet. J'ai fait quelques coupures, bien sûr, dedans. Mais tu peux vraiment étirer cette sauce-là parce que Waterdeep, il y en a du stock, là, puis il y en a des pistes pour des aventures futures homebrew ou simplement peut-être intégrer certains des mystères qu'on retrouve dans Candlekeep Mysteries plus tard là-dedans. Ou ben commencer là, puis après ça, migrer vers une des autres aventures. Commencer justement au niveau 4-5 et aller directement dans Avernus en enfer. En deuxième position, une aventure que j'ai roulée complètement avec des amis. Il s'agit de Tomb of Annihilation. Donc la tombe de l'annihilation, qui est ça aussi une aventure de survie en nature sauvage. Donc on est catapulté dans les jungles de Shult, où il y a une seule vraie cité, c'est le Pan Yaranzu. Et une fois qu'on est là-bas, ben, on apprend très vite qu'il y a un objet maudit, caché, quelque part dans la jungle, on sait pas trop où, qui semble siphonner les âmes de tout le monde. Donc bien sûr, c'est la chose responsable à faire que de trouver cet objet et de le détruire. Il y a l'exploration de la jungle, où on se fait des alliés, on découvre des places, et là il y a beaucoup de X-Crawl. Donc on a une grande carte de la jungle et on peut explorer tous les raccoins. Et il y a des trucs fascinants à découvrir, des vieilles cités en ruine, des morceaux de nature sauvage, des créatures fascinantes.
Fait que tu peux tomber sur de quoi de vraiment cool un peu par hasard, en explorant, puis être comme genre, waouh, j'ai jamais personne qui a trouvé cette chute d'eau, ce pont. Mais plus l'aventure avance, plus on se retrouve à être près de l'objet maudit, et maintenant on trouve là où il est caché. Et toute la dernière partie de l'aventure, c'est un donjon immense qui est un hommage à la tombe des horreurs de Gary Gygax. Donc un donjon qui a la réputation d'être incroyablement mortel. Moi, je dois dire, j'ai eu un seul joueur mort dans la tombe de l'annihilation. Donc oui, il y avait des dangers, oui, il y a beaucoup de super beaux pièges, mais en même temps, il y a aussi beaucoup juste de batailles contre des monstres, puis des puzzles un peu simplets quand même. Donc oui, c'est intéressant, mais la dernière partie de l'aventure, je dois dire que, même si moi je raffole des dungeon crawl, un moment donné, on a fait le tour aussi. Ouf, c'est étourdissant, mais il y a beaucoup de stock, et je dois vous dire que tout ce qui est la partie exploration de jungle, X-Crawl, c'était extraordinaire, vraiment trippé. J'ai ajouté un peu de Ghost of Saltmarsh là-dedans, avec des histoires de bateaux, puis les autres, il y a un bateau pour faire le tour de la côte, des îles random trouvées au hasard, puis ça a été explosif. Donc, un peu de Tomb of Annihilation, un peu de Ghost of Saltmarsh, et vous avez une super aventure. Et finalement, le meilleur module, à mes yeux, publié pour la 5e édition, jusqu'à maintenant, il s'agit de la malédiction de Strahd. Pourquoi? Hein? Parce que on s'entend que cet univers-là très glauque, très gothique, avec cette espèce de sandbox maléfique où les joueurs peuvent tomber sur des créatures niveau 10 quand ils sont juste niveau 2, ça peut être un peu frustrant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que Strahd, c'est une sacrée bonne aventure. Mais pourquoi? Moi, j'ai l'impression que c'est une bonne aventure parce qu'il y a une bonne histoire. Puis je pense que c'est un des seuls modules de Donjons Dragons 5e édition qui a une bonne histoire. Je pense que la grande faiblesse des modules de la 5e édition, c'est qu'ils ont trop peu souvent des personnages avec une quête vraiment porteuse, qui va vraiment nous donner un côté humain à l'aventure, qui va vraiment nous faire connecter avec ce qui se passe. Excusez-moi, là, mais Floon et les personnages des autres aventures sont souvent unidimensionnels, avec des quêtes souvent reliées à des trucs jeux de rôle basic de moi, ce que je veux, c'est le trésor. Ils ont des quêtes souvent premier degré. Et la seule qui se démarque réellement de ça, à mon avis, là, dans l'écriture et les idées porteuses présentées dans le texte d'entrée de jeu, c'est Strahd. Beaucoup de potentiel dans Strahd, et il y a surtout des personnages humains complexes, avec des failles, tu sais, vraiment une humanité. Puis je pense que c'est pour ça que c'est un aussi bon module, parce que même si Strahd est hors de tout doute un monstre, et hors de tout doute, on doit le détruire, on est capable, dans un certain degré aussi, de comprendre par où il est passé, t'sais. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est un vrai bon méchant. Fait que voilà, c'était mon top 10 des meilleurs modules de la 5e édition. Un peu une petite critique de ces petits livres-là. Vous, c'est quoi votre meilleure aventure? J'aimerais ça le savoir. Fait que là-dessus, Internet, je vous souhaite une super belle semaine, puis on se revoit dans une autre vidéo. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.